Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à l'obtention de la certification Calliope. Il concerne les managers et futurs managers d'organismes de formation qui veulent développer leur activité. Avant de démarrer la présentation, je vous présente les 4 gestes succès qui vous permettront d'assurer un webinaire réussi. Le premier, de couper votre téléphone, un minima de mettre en mode silencieux pour éviter d'être perturbé par les sonneries, les notifications. Deuxième geste, va de pair avec le troisième, ça consiste à l'utilisation des différents onglets que vous avez à votre disposition via le webinaire. L'un de ces onglets est l'onglet chat, que je vous invite à utiliser pour, interagir entre, participants et aussi pour, répondre à nos questions lorsqu'il y en aura. Et autre onglet, donc ça fait le lien avec le troisième geste, cette fois-ci consiste à l'utilisation de l'onglet «Questions». Donc comme son nom l'indique, utilisez-le lorsque vous avez une interrogation sur une information qu'on va vous présenter. Et enfin, le quatrième et dernier geste, c'est le focus. Focus sur, la voix des intervenants et le support présentation, qui vous sera remis d'ailleurs à la fin de l'événement pour retrouver l'ensemble du contenu. Je précise également que sur l'onglet, questions, vous avez la possibilité de voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes, ce qui permettra de notre côté de les prioriser, en fonction du volume de personnes qui veulent avoir la réponse. Première question avant de démarrer, donc quelle est la qualité du son et de l'image? Je vous invite à nous répondre directement dans le canal questions pour qu'on puisse avoir, un signe de votre côté. Alors je vois une première réponse, bon de votre côté. Très bonne pour Donna, très bien pour Miguel. Merci pour vos retours. OK pour, Muller. Je vois que, bon tout est en ordre de notre côté, donc on peut passer à la suite et je vous invite à garder, l'utilisation de cet onglet lorsque, on va pouvoir, interagir avec vous sur, les questions posées. Alors, Lola nous fait le plaisir d'être présente aujourd'hui, qui est, fondatrice de Bonjour. l'organisme Qualitea, Consult, certifié Qualiopi avec ICPF. On a trouvé intéressant de pouvoir, organiser un événement avec, l'un de nos certifiés pour, qu'elle puisse vous donner, un aperçu de la démarche de certification Qualiopi et aussi de l'utilité qu'elle en a actuellement. Donc, Lola, je te laisse la parole pour, te présenter aux participants. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Lola Glaise. Je suis en effet cofondatrice d'un cabinet de conseil en qualité des établissements médico-sociaux depuis avril 2025. L'idée, c'est d'accompagner les établissements médico-sociaux à se doter et se nourrir, se former en qualité. J'ai décidé de me lancer dans l'aventure Calliope en mai 2025 et j'ai été certifiée fin août 2025 par l'ICPF. Voilà, je vous en dirai plus au cours du webinaire. Merci Thomas. Merci, Lola et je passe la parole à François également pour qu'il puisse, se présenter. Bonjour à tous. Alors, je suis le président du CPF depuis 2013. Auparavant, j'ai œuvré dans l'informatique et le conseil. Euh, les deux mots qui me caractérisent, c'est qualité et formation. Et je suis très heureux d'animer ce webinaire avec Lola, à qui j'ai remis le certificat lors de notre événement des 30 ans, et à Thomas qui va se présenter. Merci François. Donc pour ma part, je suis Thomas Talby, responsable marketing et communication au sein de ICPF depuis 2021 et expérience qui m'a permis, d'obtenir une maîtrise dans le secteur de la formation professionnelle, de par l'animation de ces événements et la veille que je réalise pour, vous apporter de l'information et vous aider dans le cadre de votre activité de formation au quotidien. La présentation de ce webinaire va se découper en 5 parties. Une première partie dédiée à la présentation de ICPF en qualité d'organisme certificateur Calliope. Deuxième partie, qu'est-ce que la certification Calliope? Les modalités pour, l'obtenir. Troisième partie, comment se lancer dans l'aventure de la certification? Quatrième partie, que se passe-t-il une fois que l'organisme est certifié? Et enfin, cinquième et dernière partie, qui va concerner l'échange des questions-réponses, à savoir que vous avez déjà la possibilité de poser vos questions, mais qu'on se servira de cette, séance d'échange à la fin pour traiter les questions qui n'auraient pas pu l'être, plus tôt.
Alors je repasse la parole à François. Concernant ICPF, où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, ICPF, c'est 30 ans d'existence. C'est aujourd'hui plus de 8000 certifiés. Il y a- alors, à l'origine, notre service principal, c'était la certification de personnes. Donc, on n'avait que des clients qui étaient des formateurs, soit salariés ou indépendants. Et on a pris le virage Calliope en 2019. On est très rapidement devenu numéro un. Et là, on vient d'acquérir un de nos confrères qui s'appelle ActiveCert. Alors, qu'est-ce qui nous différencie sur ce marché de la certification? Alors, outre l'antériorité, on utilise une plateforme digitale. C'est un outil qu'on développe depuis 2017, voilà, et qui nous permet de vous faciliter la vie, de gérer votre certification de la manière la plus souple qui soit. Vous avez un compte et sur ce compte, vous retrouvez tous les éléments relatifs à la certification. Deuxième point, le focus sur la qualité de la formation. On ne fait que de la certification dans la qualité de la formation. On ne fait pas de formation, on ne fait pas de conseil de manière directe ou indirecte. Et une de nos particularités aussi, c'est que la majorité de nos audits sont faits par des auditeurs salariés. Aujourd'hui, on en a 18, avec ActiveCert, on en a 21, et on a environ 180 sous-traitants. Un peu plus que les chiffres là, si je compte ceux d'ActiveCert. Voilà. Et aujourd'hui, donc, on a 7000 certifiés Calliope avec ActiveCert et environ 1200 certifiés pro et une poignée de certifiés ISO, une quarantaine environ. Et d'ailleurs, pour compléter sur la partie réseau, nous organisons des événements physiques et digitaux. Donc, pour la partie digitale, c'est ce type de webinaire qu'on organise une fois par semaine. Les thématiques sont variées, elles vous permettent de vous informer sur la démarche qualité, de comment pouvoir développer votre activité grâce à la certification. Et pour les événements présentiels, on organise des ICPF Networking où on a pu rencontrer Lola justement et avoir cette remise de certificat. Donc, c'est un événement qui, pour vous, vous permet de rencontrer des organismes certifiés, développer votre business puisque vous avez l'occasion de créer des opportunités d'affaires avec votre réseau. Alors, avant de passer au sujet plus central de la certification Calliope, François, on va présenter ce fameux escalier. Sur l'escalier de la qualité, où se situe la certification Calliope? Alors, il faut voir la qualité, la recherche de la qualité. Il n'y a pas que Calliope. Quand j'échange avec certains de mes confrères ou certains d'entre vous, on a l'impression que Calliope, c'est tout. Alors non, Calliope, c'est pas tout. C'est une marche sur un escalier. C'est une marche dans l'escalier de la qualité. Alors la première marche, c'est de vouloir le statut. Aujourd'hui, vous avez environ 200 à 300 000 personnes qui travaillent dans la formation en France et certains franchissent le pas et se disent, voilà, je vais créer un organisme de formation. Alors la première marche, c'est d'obtenir le numéro de déclaration d'activité. Alors c'est un numéro une formalité administrative qui existe depuis plus de 40 ans et qui permet d'être enregistré auprès des DRIETS et DRIET et qui vous oblige à une déclaration de votre activité annuelle, mais qui vous permet d'être enregistré comme organisme de formation. Alors, ce numéro est indispensable pour obtenir Calliope. Alors, Calliope, aujourd'hui, c'est le signe de qualité le plus visible de la formation professionnelle. C'est un signe que vous devez mettre en avant. Voilà. Alors, aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, vous voulez avoir Calliope et c'est au moment où vous voulez obtenir Calliope que vous vous rendez compte que le NDA existe. Voilà. Alors qu'auparavant, on commençait par le NDA et après, on avait la certification quand il y en avait une, puisque les premières certifications datent de 2015. Après, vous avez la troisième marche, c'est de rendre vos formations, votre offre de formation accessible au CPF. Donc l'accès au financement, les financements publics en formation professionnelle, c'est environ 15 milliards. Donc vous avez 13 milliards qui sont accessibles avec Calliope via
les conseils régionaux, France Travail, les OPCO et la Caisse des dépôts. Et la Caisse des dépôts pour le CPF, c'est la Caisse des dépôts qui gère le CPF. Et là, ça, c'est pour pouvoir faire accéder vos clients à ces financements, votre formation. Et vous, en tant qu'organisme, vous devez être référencé sur EDOF, la plateforme de la Caisse des dépôts. Et là, donc, il y a des exigences en plus. Voilà, et notamment celle de rendre votre offre de formation certifiante. Donc, il faut que vous soyez habilité par un certificateur professionnel. Là, on quitte la partie, le monde merveilleux du financement public pour arriver dans un monde plus concurrentiel, parce qu'il n'y a pas que les fonds publics, ou pour se différencier par rapport à tous ceux qui ont Calliope, parce que Calliope aujourd'hui, vous allez rejoindre une cohorte de 44 000 organismes environ. Donc là, vous avez la certification pro. On va travailler sur la dimension de l'intervenant, du formateur, et les certifications ISO, où là, vous allez travailler sur le système de management. Dans ISO 9001, système de management en général, la norme ISO 9000 que tout le monde connaît, et ISO 21001, qui est une application de la norme ISO 9001 au monde de l'éducation. Alors, vous avez un sondage qui vient de vous être partagé dans l'espace correspondant. Vous avez une notification qui est apparue en bas à droite de l'écran. Si vous ne la voyez pas dans l'onglet sondage, c'est que vous devez cliquer sur un autre onglet qui s'appelle Apps. Et à l'intérieur de cet onglet, vous retrouverez l'accès au sondage. Je vous invite à y répondre pour nous indiquer où vous situez dans l'escalier de la qualité. Alors, les résultats évoluent au fur et à mesure que je parle. On va prendre une question en parallèle en attendant que les résultats arrivent. Une question de Fatma qui demande si on fait appel à un intervenant extérieur pour animer nos formations, s'agit-il de sous-traitance? Et elle complète en demandant quelles sont les exigences de Calliope lorsqu'on a recours à un formateur externe, à savoir si ce dernier est obligé d'utiliser nos processus. Alors la réponse est oui. Enfin, à partir du moment où un intervenant extérieur anime la formation que vous avez vendue, il va vous émettre une facture. Donc là, il est considéré comme sous-traitant. Voilà, ça devient un sous-traitant. Alors la question sous-jacente, c'est est-ce qu'il est obligé d'avoir la certification Calliope? Alors oui, si la formation est faite sous l'égide de la Caisse des dépôts, c'est-à-dire qu'il y a un financement CPF. Ensuite, les exigences de Calliope, effectivement, le processus de formation doit être respecté par le formateur externe. Et donc, vous devez être en mesure de démontrer que les formateurs sous-traitants respectent le processus. Merci François pour cette réponse. Alors, en termes de résultats sur le sondage de l'escalier de la qualité, une majorité de participants sont à l'étape, enfin à la marche de l'obtention ou de la demande du numéro de déclaration d'activité, à 36. De même pour les organismes engagés déjà dans la certification Calliope. Alors, ce que vous pouvez préciser dans la partie chat, c'est de savoir si l'organisme est déjà certifié ou si vous êtes plutôt en cours de préparation pour passage de l'audit. Et ensuite, de l'autre partie, nous avons 29 de participants à la marche d'engagement, donc qui n'a pas encore le numéro de déclaration d'activité, mais qui cherche à se développer dans le secteur. Je vous remercie pour vos réponses. On va passer à la suite avec une autre question, cette fois-ci à laquelle vous pouvez répondre directement dans le chat, à savoir quelles sont vos préoccupations concernant la certification Calliope. Voilà, puisque si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que vous avez un projet de certification et vous devez certainement vous poser des questions dans le cadre de cette obtention, de cette démarche. Donc, je vous invite à nous le préciser dans le chat. On a deux questions qui sont arrivées en attendant. Une question de Gaël qui demande comment rendre les formations finançables au CPF, s'il vous plaît. Alors, pour rendre les formations finançables par le CPF, vous devez être, cette formation doit mener à un examen qui permet d'obtenir une certification professionnelle inscrite sur le répertoire de France Compétences.
Et pour pouvoir le faire, vous devez être habilité par le certificateur, c'est-à-dire celui qui délivre la certification. Et ensuite, une fois que vous avez cette habilitation et la certification Calliope, vous allez vous faire référencer, être référencé sur le site EDOF. Et donc là, votre stagiaire pourra acheter la formation et c'est la Caisse des dépôts qui vous paiera. Et après, il y a la question sur la demande de NDA. Donc là, je vais demander à Lola comment s'est passée sa demande de NDA, si elle s'en rappelle. Oui, la demande c'est Euh, Justin qui demande, voilà, j'ai soumis ma demande de NDA, mais pour l'heure, je n'ai pas reçu le récépissé. oui, Justin, ça prend à peu près, de mémoire, ça m'avait pris 2 à 3 semaines. 2 semaines, peut-être, je dirais. C'est assez rapide, hein, mais c'est l'étape, comme l'a dit Thomas ou François, c'est l'étape première de l'escalier de la qualité. Donc, je t'invite à attendre, mais c'est assez fluide. Cette étape-là est très fluide. Et donc, en quoi ça consiste, cette étape-là, pour les personnes qui peut-être découvrent ce fameux numéro de déclaration d'activité? Comme l'a dit François, c'est le prérequis indispensable pour devenir un organisme de formation de mémoire. Si j'ai bien retenu votre webinaire dans lequel j'ai assisté comme vous tous il y a quelques mois, c'est le prérequis premier pour devenir un organisme de formation auprès de l'État. Voilà. Merci C'est bien ça, merci monsieur? pour, oui, tout à fait, exactement. Auprès du ministère du Travail d'ailleurs qui, permet d'être référencé sur une liste publique. C'est, la première étape. Alors on a 2 réponses qui ont été, apportées par, les participants concernant les préoccupations. Donc une préoccupation de Marie-Thérèse sur l'aspect veille, donc comment organiser la veille en tant qu'organisme, certifié. Et pour Donna, c'est de pouvoir, faire connaître, heu, elle veut pouvoir, pardon, faire connaître les connaissances dans le domaine du bien-être. Enfin, c'est accéder à, si je comprends bien, peut-être un degré d'expertise pour faire comprendre que votre activité est reconnue et que vous pouvez vous démarquer de vos concurrents. Merci pour vos réponses. Donc, on va faire la transition sur la partie 2 du webinaire, rentrer dans le cœur du sujet qui est la certification Calliope. À l'étape dans laquelle vous êtes aujourd'hui, vous devez vous renseigner sur la certification Calliope de différentes manières. Le webinaire en est un, en est une. Peut-être que vous vous renseignez sur les réseaux sociaux, d'autres moyens. Vous apercevrez que vous pouvez entendre beaucoup de choses sur la certification Calliope. On a listé 4 idées reçues assez connues sur la certification Calliope. François, quelles sont ces 4 idées reçues? Alors, la première idée reçue, c'est que en fait, il y a un abandon de Calliope, au bout de quelques mois. La deuxième, c'est qu'on ne peut pas obtenir Calliope sans se faire accompagner. La troisième, que c'est difficile. Et la quatrième, que ça ne sert à rien. Alors, le nombre d'OF et le nombre d'OF certifiés Calliope augmente sans cesse. Là, depuis le 1er janvier, le nombre de certifiés Calliope a augmenté de 7%. Donc, on a des sorties, on a des arrêts de Calliope, mais c'est des entreprises souvent qui se créent. Et donc, une entreprise marche ou ne marche pas, hein. Donc, il y a certaines entreprises qui perdent Calliope parce que l'entreprise s'arrête. Mais il y a plus d'entrants que de sortants pour le moment. Alors, à lire aussi sur les réseaux sociaux la communication d'un grand nombre de consultants qui sont, il y a à peu près 300 à 400 consultants Calliope qui sont actifs sur le marché de l'accompagnement. Alors évidemment, ils ont tendance à dire et à présenter une offre où ils sont incontournables, mais dans la réalité, nous, on fait des sondages parce que l'organisme qui se fait accompagner doit le déclarer quand il fait sa demande. Et donc, aujourd'hui, on constate que seuls 14% des organismes qui obtiennent Calliope se font accompagner. Troisième idée reçue, c'est difficile. Alors, là, je pense qu'on aura l'expérience de Lola. Alors,
il faut distinguer, dans les faits, 99% des organismes obtiennent Calliope. Alors parfois c'est un petit peu plus long prévu, mais tout le monde l'a en fait. Et deuxième caractéristique, c'est que il y a les organismes de formation qui étaient déjà en place, qui étaient déjà actifs avant 2019. Et cette cohorte d'organismes de formation, les managers ont dû adapter leur activité à Calliope. Alors, c'est plus difficile d'être conforme quand vous avez déjà du chiffre d'affaires, une activité qui tourne, que quand vous partez de zéro. Aujourd'hui, pour les nouveaux entrants, le cahier des charges, c'est Calliope, c'est le référentiel national de qualité. Et là, c'est beaucoup plus facile parce que vous organisez votre entreprise en fonction de Calliope. Alors ensuite, il y a la baisse des budgets. Alors, donc pour l'instant, les budgets continuent d'augmenter, hein, sauf peut-être les primes sur l'apprentissage, etc., où là, c'était très important, donc là, on a réduit, mais sinon, les budgets et les dépenses de formation continuent d'augmenter. Et donc, il y a toujours ces financements publics importants que Calliope permet de faire obtenir aux clients. Maintenant, il y a une idée, une réalité à bien avoir en tête, c'est que le financement, l'obtention du financement n'est pas l'objet de l'organisme de formation. Ce n'est pas le travail de l'organisme de formation d'obtenir le financement. La demande de financement, c'est le client qui l'a fait et c'est pas vous. Voilà. Donc, il faut toujours être prudent sur ces questions de financement public parce que si vous avez tendance à proposer du financement public en pensant, en croyant que le client, parce que c'est financé, il va acheter sans regarder, là, vous vous trompez lourdement parce que les entreprises connaissent quand même le financement public depuis longtemps et donc l'expérience montre qu'ils ne font pas toujours la demande, mais en revanche, quand ils ont besoin de formation, ils le font, ils le payent et très souvent de leur poche. Voilà. Alors, une fois qu'on a entendu parler de ces idées reçues et qu'on peut apporter des réponses associées, finalement, Calliope, qu'est-ce que c'est? Alors, Calliope, c'est une certification, voilà, qui repose sur un référentiel qui s'appelle le RNQ, hein, le mot Calliope est arrivé plus tard, et qui recense toutes les exigences qu'on peut avoir vis-à-vis d'un organisme de formation. Exigences qui ont été formulées par un groupe de travail composé des partenaires sociaux, des entreprises, des ministères et d'un certain nombre d'experts. Donc la certification Calliope est délivrée par un ensemble d'organismes certificateurs, dont ICPF, on est environ une trentaine, et on délivre cette certification sous le contrôle du COFRAC, qui est un organisme d'accréditation qui nous contrôle. Donc vous allez avoir un audit Calliope tous les 18 mois pour pouvoir conserver votre certification. Nous avons une évaluation du COFRAC tous les ans pour pouvoir conserver notre évaluation. Et si on perd cette accréditation, on ne peut plus délivrer de certificat Calliope, ce qui, les gens ferait un certain ressentiment. Alors, c'est obligatoire pour bénéficier de financement public, c'est-à-dire qu'il est impossible désormais de faire financer une formation par des fonds publics si on n'a pas Calliope. Et c'est un certificat qui est valable 3 ans, c'est renouvelable, et moyennant la réalisation des audits. Alors, il y a 2 documents que vous devez absolument télécharger. Le guide de lecture, qui est le plus important, qui décrit les indicateurs auxquels il faut se conformer et les non-conformités potentielles. Et la FAQ qui traite les cas particuliers. On a une question de Marie-Thérèse qui porte sur le sujet des financements. Comment savoir si une formation proposée sera financée? Alors, comment savoir si une formation proposée sera financée? Oui, Donc, l'organisme propose une formation. Alors, c'est intéressant. Voilà, vous proposez une formation à un organisme. Et donc, la proposition ou dans la discussion que vous avez avec le directeur financier ou le gérant de l'entreprise, va se poser la question du financement. Est-ce que vous voulez faire financer cette formation? Et donc là, le client
vous demandera, vous lui proposerez d'établir des documents, donc notamment une convention de formation, qui va lui permettre de demander le financement de cette formation. Et donc, la convention sera signée et il y aura à ce moment-là subrogation ou pas. Subrogation, c'est le financeur qui va vous payer directement. Et sinon, c'est le client vous paye et il se fait rembourser après. Et donc, en fait, comment le savoir? C'est le client qui va vous dire s'il le sait, s'il a un budget ou pas, et s'il peut demander le financement ou pas. Donc, seulement, c'est une précaution, comme je le disais, qui lui appartient. On a Alexis qui demandait l'accès au RNQ sur le chat. Donc, vous avez le lien qui vous a été partagé par Paul et je vous informe que vous avez aussi le lien depuis le support présentation et vous pourrez donc le retrouver une fois qu'on aura envoyé le questionnaire à la fin. Donc on revient sur le support présentation. Une fois qu'on a identifié ces 2 documents essentiels, notamment le RNQ qui est structuré en 32 indicateurs et en 7 critères. À quoi correspond ce document, François? Quelle est sa structure? Alors, il y a 7 parties, hein, une partie par indicateur. Donc, on va avoir des exigences minimales par activité. Donc, vous avez l'accueil et l'information du public, on pourrait dire la communication, l'analyse des besoins, la conception de l'offre de formation, la mise en œuvre, le suivi des participants, l'évaluation et l'amélioration continue. Donc, c'est un processus, vous voyez, de formation, c'est des séquences qui se suivent. Donc là, vous avez des exigences qui sont minimales. Hein, c'est pour ça que pour beaucoup de managers d'organismes de formation, c'est un guide parce que voilà, il faut le mettre en place. On va le mettre en place de toute façon. Voilà. Alors, ça vous permet de démontrer que vous maîtrisez votre activité de formation, que ça vous permet de comprendre ce que l'auditeur Calliope va attendre, parce que lui est chargé d'appliquer ce document. Et donc, quand vous avez la certification, c'est l'accès au financement public et mutualisé. Alors, au travers de ce référentiel, on découvre que dans les indicateurs, il y a plusieurs types de catégories concernées. Pour la préparation, l'obtention de Calliope, quelles sont ces différentes catégories éligibles à la certification? Alors, 4 catégories plus une sorte de sous-catégorie. L'organisme de formation, qui est le plus courant, les centres de bilan de compétences, l'accompagnateur à la VAE et les centres de formation d'apprentis qui regroupent les structures les plus importantes qui ont le plus grand nombre de stagiaires. Et il y a une 5e catégorie qui est celle des sous-traitants, c'est-à-dire c'est des entités qui n'ont pas à démontrer, ils ont un référentiel aménagé et ils n'ont pas à démontrer qu'ils ils informent le public, donc l'indicateur 1, puisqu'en fait on considère que comme ils ne font que de la sous-traitance, ils n'ont pas besoin de justifier l'indicateur. Alors là, on entend un peu vos bruits de clavier quand vous répondez aux messages. Si vous pouvez éventuellement être en mute sur les moments Oui. de... Quelle délicatesse, Thomas, quelle délicatesse. Voilà. On cherchait partout, on se demandait d'où était ce bruit. Oui. Merci. Alors en effet, on a une 5e catégorie. Alors on a une slide initialement sur le support que j'ai retirée puisque, c'est pas l'objet, celle de la sous-traitance, mais en effet, on a une question relative à cela. Il y a obligation de certification Calliope du sous-traitant dans le cadre d'actions CPF. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur notre site internet ou, sur notre chaîne YouTube. On a déjà fait plusieurs webinaires sur le sujet. Donc si vous êtes dans cette situation, je vous invite à vous reporter, vers, d'autres, thématiques. En tout cas, si, vous le souhaitez, on peut vous renvoyer les liens, adaptés. Alors, en On face peut demander de... à Lola dans quelle catégorie elle a choisi. Oui. Pour quelle catégorie vous êtes Pardon. Alors certifié? moi, c'est organisme de formation. Donc, je suis certifiée Calliope pour les actions de formation que je mène. Donc, comme je vous l'ai dit, accompagnement d'établissements médico-sociaux
Voilà. Donc, une certification qui a été très utile à mon activité, car elle a permis, comme l'a dit au départ Thomas et François, ça a permis vraiment de structurer mon cabinet dès le départ avec le référentiel dont François vous a parlé, le référentiel Calliope. Ça a permis aussi d'asseoir mon cabinet sur un socle administratif solide, clair. Vous verrez qu'en utilisant le référentiel comme un guide, comme un socle pour vous, pour bâtir votre cabinet de formation. Ça permet d'avoir un référentiel clair, solide, de qualité. Et ça a permis, l'autre pendant de la certification, c'est l'offre de financement, évidemment, comme ça a été dit. Dans la conjoncture qu'on connaît, ça permet d'avoir accès à des offres de financement des fonds publics, donc de l'OPCO, de France Travail, comme les a énumérés de François. Et donc, voilà, ça permet d'offrir plus de formations à des publics ou à des secteurs ou à des entreprises ou à des associations, des fondations qui sont plus de mal à financer sur fonds propres. Voilà. Alors ça fait le lien justement avec, cette slide Ouais. de la raison qui mène à la certification Calliope. Dans votre cas, si je comprends bien, c'est une partie, de financement qui vous a amené à ça, mais qu'est-ce qui a créé le déclic? Qu'est-ce qui vient, porter ce projet de certification? Je pense qu'au départ, c'était l'idée d'avoir une démarche cohérente et sincère, d'adresser les établissements médico-sociaux en se disant comment les aider vraiment. Et je le sais, en ayant été dans ce secteur pendant 4 ans, que c'est très difficile d'obtenir des fonds et de valider un devis. De passer du devis à la facture, c'est autre chose. Et donc, l'idée, c'est proposer une offre de financement facilitante. Parce que Calliope, comme on l'a dit, ça permet voilà, d'avoir accès à des fonds publics et pas de puiser dans les fonds propres et donc de ne pas passer par tout un cycle de validation du conseil d'administration, de la direction générale, d'avoir quelque chose de beaucoup plus rapide pour nous et donc de transformer le devis en facture plus rapidement et également d'asseoir mon cabinet, ça j'y tiens vraiment à tous à vous le dire, ça permet vraiment d'avoir ce référentiel comme une espèce de guide pour construire son cabinet parce que c'est tellement des pratiques, des critères de bon sens que ça permet de se dire ah ok, il faut que je mène une veille, il faut que j'ai une newsletter pour informer mes salariés, il faut que je fasse de la veille technologique, il faut que je fasse un site internet, des plaquettes d'information, il faut que je fasse des catalogues de formation. Comme l'a dit François, sur chacun des 7 items, ça permet d'avoir des éléments de preuve, mais des éléments de preuve qui servent OK pour la certification Calliope, mais aussi pour montrer votre cabinet avec le plus de robustesse possible, le plus de solidité. Ça vous donne une feuille de route. Mmh. Voilà. Merci Lola pour ce retour. On a, identifié, au travers de l'expérience de nos certifiés, 7 raisons qui mènent à la certification Calliope. Donc ces 7 raisons, identifiées via des questionnaires. Quelles sont les autres, raisons, François, qu'on n'a pas abordées, sur l'expérience que peut avoir Qualitea, Consult? Je suis pas sûr d'avoir compris ta question, mais c'est-à-dire que Elle les était autres longue. Les autres raisons, qui n'ont pas les été abordées par Lola, Les en fonds. dehors du financement. oui, beh, je crois que Lola a abordé une notion qui est très importante, c'est celle de d'être en capacité de répondre aux exigences des clients. Alors, dans son écosystème médico-social, il y a la question du financement qui est cruciale parce que dans le monde médico-social, on a la notion de client est différente, voilà. Et il y a la notion aussi de contrôle qu'on entend à travers le fait d'être en conformité. C'est-à-dire la conformité dans le monde médico-social, c'est très important. Donc, de ce fait, bon, là, on a Calliope, ça permet de, 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 de demander des financements, donc ça on le voit, c'est important, et ça permet de dire mon activité sous contrôle. Alors si je vais plus loin, euh, pour des organismes de formation qui sont structurés ou des entités où il y a un grand nombre de personnes qui interviennent, Calliope, c'est un challenge pour l'équipe de formation. Et Calliope aussi, c'est un moyen pour le président ou le manager qui ne connaît rien à l'activité de formation, d'avoir la certitude que l'activité de formation est conforme et de qualité. Alors, la question a été posée aussi, aux participants. Donc, pourquoi souhaitez-vous obtenir la certification Calliope? Un autre sondage est disponible. Alors, la raison, principale, qui en
ressort est la valorisation de la qualité de l'activité de l'organisme à 35%. Ensuite, à 29%, c'est l'accès au financement. Et 24%, c'est de pouvoir répondre à l'exigence du client qui la formule et qui attend que son prestataire soit à un certain niveau de qualité. On va passer à l'étape suivante, donc troisième partie de ce webinaire. Comment obtenir la certification Calliope? Avec ICPF, le parcours est digitalisé au travers de la plateforme Noé. François, quelles sont les 5 étapes qui conduisent à la certification Calliope? Alors, la première, c'est la demande. Vous devez faire une demande de certification. Donc, là, en l'occurrence, vous allez aller sur notre site et vous allez créer un compte et remplir cette demande. Donc, les sites, des formalités, des informations administratives sur votre organisme, le numéro de déclaration d'activité. À partir de là, on va vous envoyer une proposition et vous allez pouvoir, si vous en êtes d'accord, signer votre contrat et recevoir votre facture en ligne et la payer. À partir de là, vous avez une date d'audit, des modalités d'audit. Donc, vous avez un audit programmé le 15 janvier et il va durer une journée. Vous allez recevoir le plan d'audit et là commence l'étape de préparation. Donc, vous avez une option qui vous permet de recenser les preuves, de les enregistrer, de préparer votre audit. Et donc arrive le grand jour, le 15 janvier, le jour de l'audit. Je suis curieux d'avoir le récit de l'expérience de Lola. Mais donc c'est le jour de l'audit. Alors la veille de l'audit, c'est toujours un moment de grande concentration, de grande préparation. Puis l'audit se passe. Et enfin, arrive le certificat. Et là, c'est la libération en attendant le prochain audit qui arrive assez vite puisque c'est tous les 18 mois. Alors vous avez est-ce qu'on a un sondage de prévu sur cette question? Non, nous ne l'avons pas. Donc vous avez, pour accéder à la plateforme Noé, la première étape qui est la création du compte. On va vous partager un lien pour pouvoir, accéder à cette plateforme. Donc l'objectif pour vous est d'accéder donc à cette première étape, de renseigner, votre prénom, votre nom, votre adresse email et un numéro de téléphone. Ensuite, vous aurez donc un accès direct à la plateforme qui vous donne la possibilité, d'effectuer une demande de certification. Donc la demande de certification, c'est une étape, obligatoire pour pouvoir obtenir un 1er devis. Donc dans le devis, vous retrouverez, des modalités financières, la date de l'audit que vous souhaitez, hem, le budget qui est associé à votre projet de certification et un ensemble d'informations qui vous permettent de visualiser comment vous allez vous organiser au travers de votre projet. Donc une fois que le compte est créé, vous avez un accès direct à la plateforme pour ce faire. Alors je laisse le temps, aux personnes qui sont en train de créer leur compte, on va traiter des questions en parallèle. Je vois que François, tu as mis une réponse, tu as affiché une question, sur la question: «Est-ce qu'il existe une démarche simplifiée pour les micro-entreprises?» Alors j'allais dire non et mon doigt glissé. Voilà. Malheureusement non. Malheureusement non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de. En fait, la formation professionnelle, vous avez un grand nombre d'indépendants, donc vous avez un grand nombre de micro-entreprises, hein. Et donc il n'y a pas de démarche simplifiée pour les micro-entreprises, si ce n'est que sur la question du CPF, elles n'ont pas l'obligation Calliope en dessous d'un certain seuil de chiffre d'affaires. Donc là, mais c'est pas la démarche de certification qui est simplifiée, ils sont dispensés de Calliope s'ils font de la sous-traitance. Merci François pour la réponse. Vous avez le sondage sur le parcours de certification qui vient d'être publié pour nous indiquer où vous en êtes dans la démarche de certification et on va prendre une 2e question avant de repasser au support. La question de Justin qui, avait une question sur, la partie, DRITS. Avec le récépissé que j'ai obtenu de la DRITS, à mon dépôt de dossier, création de formation, d'organismes de formation, pardon. Puis-je déjà solliciter un audit Calliope et si oui, comment se fait l'accompagnement pré-audit en vue de cocher les 32 indicateurs? Alors, vous avez
vous pouvez effectivement, une fois que vous avez la récépissé, vous pouvez faire une demande de certification Calliope et planifier votre audit et même passer votre audit. En fait, tant que vous n'aurez pas votre NDA, donc on parle bien donc le numéro, tant qu'il ne sera pas émis, on ne pourra pas émettre votre certificat. Donc là, en admettant, oui, en moyen, c'est 3 semaines. Donc, si vous planifiez aujourd'hui pour dans 10 jours, en admettant que vous ayez fait le jour même la demande de NDA, on attendra une semaine avant d'émettre le certificat. On va repasser au support de présentation. Ah oui, il y avait la question aussi sur le pré-audit, pardon. Donc, comment faire pour l'accompagnement de pré-audit en vue de cocher les 32 indicateurs? Alors, je crois qu'il y a un slide Ouais, sur l'accompagnement. ouais, on le Donc, verra à ce je vous moment-là. propose qu'on y répondra à ce moment-là. OK. C'est un suspense insupportable. Voilà. Donc une fois que l'inscription est faite sur la plateforme, que votre demande de certification est complétée, donc vous avez un assistant à la certification qui vous contacte pour vous présenter la proposition dans laquelle vous retrouvez les modalités, financières. Ce document, est à valider depuis la plateforme pour effectuer le paiement et réserver la date de l'audit que vous avez demandé. Une fois que le paiement est effectué, donc vous rentrez dans l'étape de la préparation et c'est justement à cet endroit qu'on va Voilà. pouvoir le voir exactement, François. Donc Je connais le webinaire, moi, monsieur Talbi. quand on est à l'étape de la préparation, François, qu'est-ce qu'il faut réussir à ce moment? Alors, en fait, vous avez trois objectifs. Alors, le premier, c'est de maîtriser le référentiel national qualité. C'est-à-dire que faut comprendre de quoi ça parle, il faut comprendre ce que c'est qu'une fiche de présence, ce que c'est qu'une convention, une évaluation en fin de formation. Donc, il y a un vocabulaire. Donc, si vous arrivez aujourd'hui dans le monde de la formation, vous pouvez très bien avoir été formateur pendant des années et ne pas maîtriser complètement ce vocabulaire parce que vous n'avez jamais été en situation de manager des actions de formation. Bon, ça, c'est l'objectif 1. Objectif 2, il s'agit d'élaborer indicateur par indicateur la description du dispositif qui est en place pour respecter l'exigence. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour évaluer les acquis de vos stagiaires? Alors ça, là encore, si vous débarquez en formation, ça va être un peu compliqué à remplir. Par contre, si vous faites de la formation, vous avez été, comment dire, salarié, voire vous avez déjà eu un organisme de formation, c'est assez simple à remplir. Et enfin, il y a le fait de réaliser un pré-audit avec un auditeur pour s'entraîner, pour se rassurer. Ça, c'est le troisième objectif, être sûr que de maîtriser la posture de l'audité. Voilà. Alors, dans la réalité, qu'est-ce qui est indispensable? C'est l'objectif 2 qui est indispensable. Parce qu'en fait, en réalité, l'auditeur n'évalue pas votre compétence sur le référentiel qualité, il évalue la capacité du service que vous avez mis en place pour respecter ce référentiel national qualité. Donc, il n'y a pas d'évaluation par l'auditeur de votre expertise, de votre maîtrise du RNQ. Ce que vous devez, c'est le processus qui doit être maîtrisé, pas vous qui devez maîtriser la théorie. Voilà. Le troisième objectif, un grand nombre de clients y ont recours, c'est conseiller pour si c'est votre premier audit. Parce qu'en fait, ça facilite la chose, ça vous fait une forme d'entraînement, donc c'est conseillé. Maintenant, 50% des clients n'y ont pas recours. Mmh. Alors nous, bien sûr, on vous conseille de le faire, hein, parce que pour nous, c'est plus facile. Nous, on est attentif à votre bien-être et il est clair que si on veut être bien le jour de l'audit, il faut faire un pré-audit parce que vous avez déjà une sorte de galop d'essai. Et donc, c'est beaucoup mieux quand même pour nous et pour vous. Voilà. Alors après, c'est des questions financières mais, qui peuvent entrer en jeu, mais c'est vrai que c'est plus fluide s'il y a un pré-audit. Alors après, vous avez une autre option qui est l'option d'élaboration, c'est-à-dire cette option vous permet d'enregistrer des documents, des preuves
de balayer l'ensemble des indicateurs depuis votre PC. Et là, donc, vous êtes plus prêt le jour de l'audit avec vos preuves rassemblées et vous savez que vous avez toutes les preuves qu'il faut. Et pour Alors nous, ce qu'on ne peut pas faire et qui est parfois difficile à comprendre, on ne peut pas vous aider à élaborer ou à concevoir le dispositif, c'est-à-dire comment on ne peut pas vous aider à traiter l'objectif 2, c'est-à-dire comment vous avez établi la conformité ou comment vous pouvez établir la conformité. Donc c'est pour ça que par moment, on va vous dire si elle est non conforme. Alors vous, vous allez vous demander, c'est à vous de chercher la solution, comment faire pour être conforme. Et nous, on peut vous dire ce qui est attendu, mais on ne peut pas vous aider à concevoir le dispositif. En d'autres termes, nous ne pouvons pas faire de conseil. L'activité de conseil nous est interdite. concernant la question de Justin sur, comment se fait l'accompagnement pré-audit, c'est 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 un temps d'échange, c'est dans les mêmes conditions qu'un audit initial. Vous avez un nombre d'heures que vous pouvez sélectionner en fonction du temps que vous estimez nécessaire pour, cet entraînement. Donc l'auditeur est en conditions, réelles, vous aussi, sauf qu'il n'y a pas d'impact sur, la certification et à la fin, donc l'audit se termine par la remise d'un rapport et dans ce rapport, l'auditeur vous détaille les éventuelles non-conformités. Donc ce document, vous pouvez ensuite l'utiliser pour, ajuster, votre présentation, avant l'audit initial. Et concernant cette étape de préparation, Lola, comment cela s'est passé pour vous? Quelle méthode avez-vous, employée? Je suis assez d'accord là avec ce que vient de dire François. Je pense que élaborer le descriptif du dispositif, c'est essentiel. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré le guide de lecture que vous avez soumis là sur la demande d'Alexis, que j'ai récupéré aussi sur votre site internet, le référentiel. J'ai fait un fichier Excel tout simplement en mettant chaque critère, donc d'abord les items et en dessous les critères, donc les 32 critères. Et en fait, j'ai mis tous les éléments de preuve qu'il y avait dans le référentiel. Il faut savoir que dans ce guide de lecture, dans ce référentiel, il y a les éléments de preuve attendus. Alors, pas tous, mais la plupart, c'est bien explicité dedans. Je vous donne un exemple. Par exemple, sur le critère 1, sur l'info accessible au public sur les prestations, par exemple, il va être attendu un site internet clair, un catalogue de formation, des contrats stipulant vos formations, l'usage des réseaux pour bien informer de vos actions de formation. L'idée sur cette information accessible au public, c'est que tous les publics puissent avoir accès à votre offre de formation. Donc, par exemple, sur ce critère-là, j'ai mis ces éléments de preuve et j'ai mis en face si j'étais OK ou KO, si c'était OK ou si c'était à travailler. Et à chaque fois, j'ai repris ce fichier Excel que j'ai monté suite à ce webinaire que j'ai assisté il y a quelques mois. Et donc, petit à petit, je marquais si j'étais OK ou pas OK. Je vous invite vraiment à prendre le référentiel et à faire un peu ce genre de méthode de travail. En face, mettre tous les éléments de preuve qui sont vraiment écrits dans le référentiel. Si vous le lisez avec assiduité et calme et envie, vous les retrouverez dedans. Et en face, vous vous mettez un peu votre niveau. Est-ce que vous l'avez ou vous ne l'avez pas? Et ça va vous permettre de construire comme ça vos éléments de réponse, vos éléments de preuve. Merci, Lola. Donc une fois que cette, étape de la préparation, est validée, que, la date, approche, donc vous vous retrouvez dans l'étape de l'audit, l'étape, 4 de votre parcours et donc l'audit, correspond à un échange, d'une journée en moyenne entre le référent qualité, c'est-à-dire, vous en tant que candidat à la certification et l'auditeur. Et donc François, chaque, interlocuteur a une posture à avoir pour, faciliter le déroulé de l'audit. Du côté du référent qualité, quelle est la posture, à avoir? La, la, la posture du référent qualité, elle est difficile à acquérir. Pourquoi? Parce que si vous êtes un formateur professionnel, le naturel revient très rapidement et donc vous vous mettez en position de former. Donc vous voulez apprendre quelque chose à votre interlocuteur et il se trouve que le problème est que cet interlocuteur n'est pas venu là pour ça, il n'est pas venu pour apprendre de votre part, il est venu pour constater. Il est venu pour constater une conformité. Donc, il faut garder en tête que ce n'est pas vous qui êtes audité, même si beaucoup se remettent en question et s'impliquent énormément dans le process, mais ce n'est pas vous qui êtes en cause. C'est
votre organisme le processus de certification. Ensuite, et ça aussi c'est difficile pour certains, vous devez démontrer ou établir une conformité. Le troisième point, c'est cette démonstration se fait à l'aide de preuves constatables et vous devez respecter le délai, la durée de l'audit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cas où l'audit dure 2 heures et l'auditeur s'en va parce que tout est OK. L'auditeur, quoi qu'il arrive, si l'audit c'est une journée, il va faire 7 heures. D'ailleurs, c'est marrant, anecdote, on s'est rendu compte que quand un confrère, lui, il faisait une durée de 8 heures. Et donc, on a échangé. Et donc, il fait des milliers d'audits. Hein. Et donc, il a dit, mais vous faites 7 heures? Oui, oui, on fait 7 heures. Ah ben, moi, je vais faire 7 heures aussi. Et du coup, il a gagné des, des milliers d'heures d'audit sur l'année parce que, vous voyez, on est un peu obtus. On va faire une durée d'audit et c'est une de nos obligations. Donc, ce qui fait que par moment, ça donne lieu à des échanges un peu surréalistes parce que l'auditeur a l'œil sur la montre et il ne doit pas dépasser le temps, mais il ne doit pas faire moins non plus. Voyez. Alors après, l'échange doit être constructif, ce n'est jamais une négociation. S'il n'y a pas à avoir, en théorie, vous ne pouvez pas obtenir l'accord de l'auditeur. Vous devez obtenir le constat de l'auditeur. Et en face, donc, nous avons l'auditeur. Quelle est la posture qui est tenue de son côté? Alors comme je l'ai dit, tel des parents qui sont au travail et doivent le soir aller chercher leur enfant à la crèche, vous passez toute la journée avec une pendule dans la tête. Donc l'auditeur, c'est pareil, à part que lui, il doit partir à 17 heures. Et ça doit être terminé, conclusion à 17 heures. Alors dans certains cas, si il n'y a pas assez de temps parce que l'audit ça prend plus de temps prévu, ça va être à la charge du client. C'est-à-dire qu'il va vous proposer une extension. Voilà. Mais en revanche, ils doivent prendre du temps et auditer pendant 7 heures. Voilà. Donc là, respecter le plan d'audit et faire respecter le temps, ça, c'est dans sa posture. C'est constitutif de sa posture. Il doit auditer l'organisme de formation et non vous. Donc, sa manière de s'exprimer, son discours doit être non impliquant. Il ne doit pas dire bah, vous êtes conforme, par exemple. Il doit votre organisme est conforme. C'est pas toujours facile. Hein, hein. Et enfin, c'est lui qui mène l'audit, c'est lui qui pose les questions, c'est lui qui constate. Et il doit le faire de manière formalisée, c'est-à-dire que il doit écrire la non-conformité et il doit la démontrer par l'absence de preuves. Et cette formalisation, elle passe par le rapport. Quels sont les éléments qu'on retrouve dans ce fameux rapport, François? Alors, vous allez avoir les constats de l'auditeur et les non-conformités qui sont identifiées. Alors, je précise que les non-conformités sont listées les non-conformités possibles sont listées dans le guide du référentiel national qualité. Donc, en fait, vous avez la liste des non-conformités possibles. Donc, il faut s'organiser par rapport à cette liste. Alors, vous avez 3 types de non-conformités. Donc, il y en a 2 qui vous concernent. Enfin au début, les 2 non-conformités majeures, c'est-à-dire que c'est une non-conformité qui empêche la délivrance du certificat. Donc là, vous avez 3 mois renouvelables pour les lever. Donc, c'est l'auditeur qui les livre. Donc, vous envoyez des preuves et si ces preuves sont satisfaisantes, l'auditeur lève la non-conformité. Une fois que toutes les non-conformités majeures sont levées, la décision est prise et le certificat est émis. Après, vous avez des non-conformités mineures. Donc, c'est des non-conformités qui n'empêchent pas la délivrance du certificat. Donc là, vous devez faire un plan d'action de traitement sous 6 mois de cette non-conformité et là, le traitement sera constaté à l'audit suivant qui sera un audit de surveillance. Alors, dernière non-conformité, mais c'est une fois qu'on a le certificat, ce qui n'est pas votre cas aujourd'hui, mais on va tout faire pour que ça s'arrange, c'est vous avez l'usage de marques, marque ICPF, marque Calliope, marque République française. Et donc là,
si l'auditeur constate une non-conformité dans l'usage des marques, à ce moment-là, vous avez 30 jours pour la traiter. Et de votre côté, Lola, quelle a été votre expérience de l'audit jusqu'à à l'obtention du certificat? Moi, tout s'est très bien passé. J'ai été très bien accompagnée, même au niveau de la contractualisation que vous avez montré tout à l'heure, donc la familiarisation avec la plateforme Noé, également la mise des documents, sur la plateforme. Ensuite, l'audit sur place s'est très bien passé. J'ai été accompagnée et je rajouterai quelque chose à ce qu'a dit François, sur la posture de référent qualité qui est pas toujours en effet facile à avoir par rapport aux anciens métiers que nous avons ou que nous avons, par ailleurs. C'est de garder dans l'idée que ce n'est pas une démarche de sanction, la non-conformité, puisque comme ça a été précisé, les ratios de certification sont très bons avec l'ICPF. C'est plutôt une démarche d'amélioration continue de la qualité. Et il faut voir vraiment les choses comme ça. Il ne faut pas voir les choses comme une sanction ou une discussion avec l'auditeur pour obtenir à tout prix une annulation de la non-conformité. Il faut le voir vraiment comme une démarche d'amélioration continue pour votre organisme. Voilà. Mmh. Bah, surtout qu'ensuite il y a des délais réglementaires pour pouvoir les traiter, donc c'est vrai qu'il ne faut pas après surinvestir peut-être sur la préparation, et se fixer en objectif d'avoir absolument 0 non-conformité le jour J. Merci pour ce retour. Une fois que l'audit se déroule, qu'il y a ou pas non-conformité, que vous arrivez, à les traiter, a posteriori. Donc félicitations, vous obtenez le certificat Qualiopi, donc vous allez recevoir une notification sur la plateforme Noé et le document est accessible, édité avec, l'identification de votre organisme, du NDA et de votre périmètre de certification. Donc c'est un moment, de plaisir, de gloire que je vous invite à nous partager, sur LinkedIn. Ça nous fait toujours plaisir de voir les communications que vous faites, pour qu'on puisse, les relayer. Donc une fois que vous arrivez à là, vous obtenez la certification, mais pour, arriver jusqu'ici, il y a tout de même une partie, budget à prendre en compte. Combien ça coûte, François, avec l'ICPF, d'arriver jusqu'à l'obtention du certificat, mais aussi de la maintenir? Alors, le budget minimal, ça commence à 1 190 €. Ça comprend un audit initial et des frais techniques. Ensuite, vous avez des options. Nous, on a, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un peu, il y a un côté, agence de voyage et billets d'avion, hein, puisque c'est voilà, vous réservez une journée et ça défile, on fait environ, 8 000 audits par an. Donc, vous voyez, c'est pas du sur mesure à chaque fois, hein, c'est vraiment un produit standardisé, c'est un voyage. Alors donc vous avez, l'option élaboration, vous avez la planification urgence. Ça, c'est quand, on s'est rendu compte que, la plupart des confrères, en fait, avaient des délais minimum de planification qui étaient, parfois de 10 jours. Alors nous, on a tout de suite, comme on a tout de suite eu du volume, et on avait des clients qui étaient déjà organismes de formation, et cette notion d'urgence, est très vite apparue pour certains clients, pas tous. Donc quand, alors l'urgence, c'est quoi? C'est que pour certains organismes, Calliope, c'est, 5 000, 15 000, 20 000 € par jour. Donc quand vous en êtes là, bah, c'est l'audit, comment dire? Le mardi, quand vous le commentez le lundi. Alors nous, on sait faire. Alors par contre, on a mis un forfait pour pas pénaliser les clients qui avaient le temps, et donc on a un forfait planification urgente. Donc on a d'autres forfaits comme ça. On peut aussi, accueillir les audits, dans nos locaux de Levallois. Donc là, bon, il y a une location de salle. Donc on a un certain nombre d'options. Heu, mais ce qui fait qu'en fait, le panier moyen qu'on constate, c'est à environ 1 400 €, parce que le client trouve toujours une option qui convient à sa situation. Ensuite, vous avez, les passes. Alors le pass, c'est qu'en fait, vous avez des audits de surveillance et de renouvellement à faire. Vous avez, heu, un suivi, une surveillance qui est effectuée, qui est un service qu'on vous rend, hein, alors vous payez pour qu'on vous surveille, mais c'est de ce fait, on continue à garantir la qualité de votre, prestation de formation. Donc cette surveillance est financée par ce qu'on appelle un PASS, et donc vous allez payer tous les ans une somme fixe, et
les audits de surveillance et de renouvellement seront compris dans cette somme. Voilà. La plupart de nos confrères font pas ça. Ils vous font un devis pour l'audit de surveillance, ils vous font un devis pour l'audit de renouvellement. Nous, c'est une somme fixe, et ça comprend, les audits de surveillance. Donc, alors ça comprend pas les options, hein, c'est-à-dire que s'il y a une location de salle, des frais de déplacement, ça c'est en dessus. C'est pas compris dans le pass. Alors alors pour ceux qui, ne veulent sont réfractaires aux petites factures, parce qu'on va émettre des factures de 30 € ou de 60 € de frais de déplacement, par exemple. Alors et pour ceux qui veulent un service premium, donc on a le pass Serenity pour, les monocytes, donc c'est plus coûteux, mais vous avez des services, Mmh. la replanification, gratuite, par exemple, On a le et un peu détail comme on des la détaille plus services, loin, voilà, ouais, c'est un peu voilà. plus loin. Alors je vais te la Ah mettre, OK. Ah bah là, c'est toi qui connais le pass alors. ouais, oui, C'est toi qui connais le webinaire. ouais. Voilà. C'est l'une Bah, des remarque, c'est dernières toi qui slides l'as qu'on a fait, donc rajoutées. voilà. Oui, tout à fait. Oui, voilà, alors donc on voit cette colonne, vous avez le pass classique et donc le pass, vous voyez la replanification, l'accès du service client par téléphone, alors qui est encore ouvert avec le pass classique aujourd'hui, le chargé de planning et le chef auditeur dédié. Donc ça, c'est pour certains clients qui veulent avoir un interlocuteur dédié. Alors comme nous on est 50, c'est parfois délicat on a toujours un interlocuteur, donc c'est le point fort. Par contre, avoir un utilisateur dédié, pour nous, ça demande une organisation. Vous avez le traitement prioritaire, donc là, c'est pareil, il y a une question d'urgence qui est le pass urgence qui est compris dans le pass sérénité et le pass groupe, des remises sur les certifications ISO et Pro et les invitations aux événements ICPF Networking. Donc vous avez pass Serenity, pass groupe. Alors pass groupe, c'est quand vous avez plusieurs NDA, c'est-à-dire que vous gérez un ensemble d'organismes de formation. On a des entités où il y a les plus importantes, il y a 70 certificats Calliope, 70, voilà, 40 certifications. Wall Street, par exemple, il y a Wall Street Institute, qui est un de nos clients, il y a 52 certificats Calliope. Donc là, avec le Pass Group, ils peuvent gérer l'ensemble des certifications, planifier les audits, suivre les audits de manière centralisée avec Noé. Alors je reviens, 2 slides en amont, puisqu'on avait, la présentation Quelle, de quelle, quelle souplesse, quel eh oui, sens de la ça qualité. ça ça se travaille. Le kit de communication Calliope, donc lorsqu'on revient sur, l'obtention du certificat, obtenir la certification Calliope, ce n'est pas simplement avoir un certificat, c'est aussi, un droit d'usage de la marque, qui est une propriété de l'État et cette marque, elle s'utilise, selon, des bonnes pratiques. C'est un logo sur lequel vous identifiez un périmètre de certification, ça s'associe à votre, nom de marque et c'est un signe de reconnaissance auprès de vos clients. Donc, au travers de cette marque, nous avons listé des bonnes pratiques, pour vous dans un plan de communication, qui est compris dans l'offre de certification que vous retrouvez depuis notre plateforme Noé et donc ce kit comprend, le bandeau de marque avec le logo Calliope, logo ICPF, le périmètre de certification, le certificat sur Noé et un annuaire de certifiés qui, vous crée une page sur notre site internet et qui offre la possibilité à, vos partenaires, vos stagiaires, vos clients de vous trouver sur le site du certificateur, donc ce qui est un gain de confiance en plus, dans la recherche de preuves d'assurance. Avec, ICPF aussi, et le fait d'être présent sur ce webinaire, vous avez, l'accès à une offre exclusive, donc qui est, l'offre élaboration qui vous est offerte lorsque vous effectuez votre demande aujourd'hui. Donc pour accéder à cette offre, je vous invite, donc à effectuer votre demande depuis la plateforme. Lors de la demande, vous avez une étape de sélection des options et c'est à cet endroit que vous pouvez renseigner le code, web 20, en tapant, au niveau de la case commentaires et ce code vous permet d'avoir l'option élaboration offerte. Cette option, elle vous permet d'avoir un dossier de préparation de l'audit directement depuis la plateforme, indicateur par indicateur, avec un espace d'ajout de vos éléments de preuve et d'un espace de rédaction pour préparer la démonstration que vous allez faire à l'auditeur le jour de l'audit initial. C'est un espace qui, est en sauvegarde automatique, donc vous pouvez, effectuer différentes sessions de travail pour, vous organiser
avant d'arriver jusqu'à la fin de la préparation. C'est un espace aussi qui est partageable. Donc, si vous avez une équipe de plusieurs collaborateurs, vous pouvez très bien avoir plusieurs comptes et que chaque personne ait un- une partie à réaliser, un indicateur ou un autre, un critère ou un autre. Et donc aussi, en amont et pendant l'audit, c'est un gain de temps pour vous puisque vous aurez toute la documentation accessible de manière plus simple. Alors, on est à la conclusion du webinaire, François. Quels sont les 3 points essentiels à retenir de la démarche Calliope? Alors, un grand nombre de professionnels qui n'ont pas Calliope vont vous démontrer qu'ils n'en ont pas besoin. Alors, si vous voulez vous implanter durablement dans la formation professionnelle, c'est indispensable. C'est même pas un sujet. Bon, il faut l'avoir. Le deuxième point, c'est de faire connaître à vos clients Calliope. Alors aujourd'hui, c'est une marque connue. On a parlé tout à l'heure du Datadoc. Datadoc, c'est une marque connue aussi, alors beaucoup moins connue aujourd'hui. On va dire que ça fait partie des ancêtres, des pères ou des mères de Calliope, mais Datadoc, le nom est resté pour beaucoup. Voilà. Alors, le client, il identifie une marque. Donc, Calliope, le client, il voit Calliope. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas Calliope, il ne va pas faire appel à vous pour de la formation. L'assurance marche dans les deux sens. Alors, avec nous, vous travaillez avec un expert du sujet, vous travaillez avec le leader. Noé, nos auditeurs territoriaux qui sont près de chez vous, vous simplifient la vie. Et le pass vous permet de maîtriser votre budget et de financer votre certification sur la durée, de rester engagé. La seule chose que vous avez à faire, c'est à faire les audits et à rester, faire en sorte que votre organisme soit conforme à Calliope. Donc, si vous voulez vous implanter durablement dans la formation et progresser avec un expert, c'est avec ICPF qu'il faut vous engager dans cette certification Calliope. Merci François pour cette conclusion. Et de votre côté, Lola, qu'est-ce que vous retenez encore aujourd'hui de la certification Calliope puisque vous êtes encore dans le process de certification? Une vraie boussole, une feuille de route, je pense, complète, claire pour vous donner un peu d'assurance, ce fameux gage de qualité et de gage de confiance. Confiance pour le client, mais aussi pour vous, pour vos salariés s'il y en a, pour vos équipes, hein. Comme quoi vous êtes assis sur un référentiel de qualité avec un socle administratif de qualité. Je pense aussi que ça donne une offre de financement vraiment plus facile et plus accessible. Ça transforme plus rapidement, comme je vous l'ai dit, le devis en facture quand on passe par un financement OPCO ou France Travail ou de l'État. Donc, ça va vous donner plus vite. Le client va plus vite se décider et pour vous, ça va aller plus vite. Ça donne un gage de sérieux, de crédibilité aussi. On est inscrit dans un annuaire de professionnels qui sont engagés dans une démarche Calliope, donc une démarche de qualité. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une réactivité dans la prise de décision, ça c'est important, et ayez-le en tête, surtout dans le secteur, dans la tension financière que sont pas mal d'organismes ou d'entreprises ou de micro-entreprises ou d'auto-entrepreneurs ou voilà, d'associations, fondations, avoir une offre différenciante. Je pense que le mot différenciant, c'est voilà, proposer aussi ça en plus. Et moi, je suis ravie de mon expérience avec l'ICPF parce qu'on ressent bien la qualité du début de la contractualisation jusqu'en amont le suivi. La faculté de nous faire comprendre que c'est une démarche d'amélioration continue, qu'on a inscrit dans une démarche de qualité. Être entouré de professionnels et aussi d'équipes à l'ICPF qui ont ce gage de confiance et de qualité, de sérieux. Donc moi, je suis ravie de mon expérience. J'ai eu quelques non-conformités, hein, mais ne croyez pas. Mais ça se corrige, ça s'améliore, je vous assure. Et au contraire, vraiment, on est dans une démarche d'amélioration de la qualité et on fait partie après d'une micro famille de formateurs de qualité. Voilà.
Merci Lola pour ce retour. On a terminé donc sur la présentation du webinaire. On entre maintenant sur la séance de questions-réponses. Donc, toutes les personnes qui ont posé une question vont obtenir la réponse attribuée. Pour les participants qui sont en projet de certification, donc au-delà de l'équipe que vous êtes présent aujourd'hui de ICPF, donc moi-même et François. Donc on a 3 assistants à la certification de disponibles au numéro qui s'affiche, donc au 01 82 83 56 40. Donc Ania, Christophe et Maria sont disponibles dès maintenant pour vous guider dans vos démarches de certification et en fonction de votre agenda et du leur, la possibilité de prendre rendez-vous avec eux. Donc si vous en êtes à cette étape-là, je vous invite à effectuer cette action. Une fois qu'on aura terminé la présentation, donc d'ici 20 minutes maximum, vous allez recevoir un questionnaire par email. Donc, dans ce questionnaire, où il vous est demandé plusieurs questions sur ce que vous avez pensé de cette présentation. Et à la fin du questionnaire, vous retrouvez 2 liens. Un lien qui vous renvoie vers le replay de la présentation en haute définition et un autre lien qui vous renvoie vers le support présentation. Donc pour retrouver tous les liens, notamment l'accès au RNQ, l'accès à la FAQ Calliope, pour vous aider dans la préparation de l'audit. Alors, on a plusieurs questions. J'en vois 2, sont les dernières qui ont été posées qui sont relatives, à l'emplacement, enfin, au lieu de réalisation de l'audit. Donc de Nadine, notamment: «Côté pratique, où se déroule l'audit?» Et une autre question: «Si j'ai bien compris, l'audit se fait sur place, chez l'organisme de formation ou le formateur?» Alors, l'audit se déroule, l'audit initial et l'audit de renouvellement se déroulent, ENT, sur le site du client, sauf si le client, le certifié, c'est-à-dire sauf si votre organisme ne dispose pas de salle de formation. C'est-à-dire si vous avez du personnel permanent du personnel permanent et des salles de formation, c'est un site et l'audit doit se dérouler sur ce site. Voilà. Si vous n'en avez pas, l'audit peut se dérouler sur un lieu d'un commun accord. L'audit de surveillance par rapport à l'audit initial et l'audit de renouvellement se déroule à distance, sauf si vous le demandez. Il peut se dérouler sur site, mais il peut se dérouler à distance et dans la majorité des cas, il est réalisé à distance. Voilà. Donc l'audit se déroule sur site, sauf si vous n'avez pas de salle de formation et si vous n'avez pas de bureau, il se déroule dans un lieu d'un commun accord. Ques Et donc c'est pour ça que nous, on a proposé ce service d'accueillir, parce qu'on s'est rendu compte que d'abord quand on est à Paris, on est près de tout. Et donc, même ceux qui sont sur des territoires éloignés comme la Guadeloupe ou la Réunion, beaucoup d'entre vous apprécient le fait de venir à Paris. Et donc, c'est pas une question de distance, hein, voilà. Et donc, on a environ 5 salles où peuvent se dérouler des audits chez nous. Et donc, il y a toujours à minima un client, ce qui me permet d'échanger avec eux quand j'arrive le matin. Et voilà, donc on a, nous, environ entre 2 et 5 audits par jour qui se déroulent chez nous dans nos locaux. Et c'est une offre qu'on a développée qui est très intéressante, je pense, pour l'organisme qui vient dans l'organisme de certification. Question de Maréline, François, tout à l'heure, tu parlais des personnes qui ont gardé en tête, Datadoc. Je pense que c'était en rapport avec cette question. Donc Maréline demande: «Mon organisme est d'ores et déjà datadocké. Cette certification, facilite-t-elle le processus vers Calliope?» Alors, bien évidemment, être Datadoc, ça veut dire que vous avez donc communiqué les preuves, vous avez peut-être eu un contrôle Datadoc. Et donc là, à minima, si vous avez mené vous-même la démarche, vous maîtrisez l'objectif 1, c'est-à-dire l'esprit de qualité et le vocabulaire, le paradigme de la qualité vu du point de vue voilà, c'est les mêmes
c'est les mêmes personnes, alors parfois leurs successeurs qui ont élaboré le référentiel Datadoc et le référentiel Calliope a été élaboré dans le même esprit. Voilà. Si ce n'est que Datadoc, la différence, c'est que Datadoc, le théorème, enfin le principe, c'était de dire vous respectez la réglementation formation professionnelle, vous faites un travail de qualité. Alors que Calliope, ça a créé une couche qualité et en fait, on peut avoir Calliope sans respecter, il n'y a pas dans Calliope de contrôle du respect de la réglementation à proprement dit. Ce qu'on va auditer, c'est un peu technique ce que je dis, hein, je pense qu'au stade où vous en êtes, peut-être peu vont comprendre, mais bon, c'est pas grave. Vous comprendrez sans doute jamais, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la certification Calliope n'est pas à proprement parler un contrôle réglementaire. Voilà. Vous avez une réglementation en formation professionnelle qu'il faut respecter. Par exemple, il faut avoir un règlement intérieur des formations. L'auditeur Calliope ne va pas vérifier si vous avez ce règlement intérieur. Voilà. Il va vérifier que vous avez mis en place un dispositif qui permet d'appliquer et de faire respecter la réglementation, mais il ne va pas vérifier le respect en tant que tel. Donc, c'est la différence entre Datadoc et Calliope. Mais oui, c'est une bonne préparation. Le fait d'être Datadoc fait que obtenir Calliope, c'est plus facile. Question suivante, j'aimerais savoir combien de temps cela prend pour être et rester certifié Calliope et de savoir si la partie administrative est si compliquée. De ce que j'ai entendu, entre parenthèses, je ne suis pas français. Est-ce qu'il existe une démarche simplifiée? Bon, cette question, on a déjà traité sur la micro-entreprise, mais voilà, la question est de savoir combien de temps ça prend d'être et de rester Calliope. Le délai, en fait, il y a deux délais, en fait. Il y a le délai où votre organisme de formation va être opérationnel et le délai où votre organisme de formation opérationnel va obtenir la certification Calliope. Parce que là, vous semblez partir de zéro, vous créez un organisme. Et donc, le chemin pour aller vers Calliope est plus long s'il faut en même temps monter un organisme de formation. Voilà. À partir de là, j'ai perdu le fil de la question dans mon raisonnement. C'est ah oui, les délais. Alors, Oui. les délais. Donc, monter un organisme de formation, si alors, monter un organisme de formation en France, si on n'est pas français, je dirais c'est difficile sans accompagnement ou sans documentation qui vous apprend ce qu'il faut mettre en place, etc. Parce que c'est pas forcément, il n'y a pas forcément de manuel. Donc là, le recours à un consultant peut être. Vous avez une liste sur notre site, une liste sur demande d'organismes qui peuvent vous accompagner à construire votre organisme de formation. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on est prêt, le fait d'avoir Calliope, c'est 3 semaines, c'est 4 semaines. Quoi. Alors, question suivante posée par Laurent. J'ai un projet en cours pour devenir formateur CACES. Ai-je besoin d'être certifié Calliope par rapport à mon chiffre d'affaires, soit aux clients chez qui je peux intervenir? Alors, je pense que non, parce que ces formations CACES sont payées par le client, c'est des formations réglementaires et elles ne sont pas finançables par des fonds publics. On ne peut pas les faire prendre en charge. Voilà. Alors maintenant, il y a parfois des moyens sans doute de contourner ce système. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que si si le client veut vous faire une formation qui ne serait pas une formation réglementaire, mais une formation dans votre domaine de compétences et qu'il y a un budget de formation, là, il vous faudrait avoir Calliope. Parce que sinon, vous ne pourrez pas émettre, le financeur ne pourra pas vous référencer et vous payer. En revanche, si le client et vous lui faites une proposition de formation réglementaire obligatoire, là, le client peut vous dire, mais tiens, j'ai un budget de formation, prends-le. Et là, ça passera pas parce qu'en fait, enfin, alors après, je sais qu'il y a des moyens de contourner, hein, donc, mais c'est une, comment dire, c'est une niche très précise, hein, et donc en fait, le client peut vous proposer de passer par un financement public et là, s'il vous propose, il faut passer par
la certification Calliope. Voilà. Par contre, s'il n'y a pas de financement public et c'est à lui de payer, là, il n'y a pas besoin d'être Calliope. Alors, je pense que dans ce domaine-là, les, les formateurs indépendants Calliope, CACES sont tous Calliope parce qu'ils ne font pas que de la formation réglementaire. Mais j'en suis pas certain. Enfin, nous, on en a beaucoup qui font CACES et qui sont Calliope. Mais pour commencer, ce n'est pas nécessaire. Peut-être après. Alors après, ça donne une certaine crédibilité aussi. Donc, il y a un côté crédibilité en tant que formateur, surtout si c'est un nouveau projet. Il nous reste 2 questions. Une question de Nathalie: comment savoir si une de nos formations, 1 à 2 jours, non certifiantes doit être inscrite au BPF, sachant que la majorité de nos clients sont des entreprises, universités ou organismes de recherche? Alors ça, c'est qu'est-ce que je dois déclarer dans mon bilan pédagogique et financier. Donc c'est une fois, pour ceux qui ne connaissent pas la situation, c'est une fois que vous avez obtenu votre numéro de déclaration d'activité, tous les ans, vous devez déclarer votre chiffre d'affaires. Et donc les questions qui reviennent très souvent, c'est est-ce que je dois déclarer des formations qui sont non financées? Comment je dois déclarer? Est-ce que voilà. Donc là, la question, c'est en fait, on peut faire les deux, hein, on peut déclarer l'ensemble des formations qu'on fait, y compris celles qui ne sont pas financées. Euh, euh, voilà. Bon, après, c'est un. Enfin, il n'y a pas de réponse générale sur ça, donc c'est. euh, je ne vais pas vous dire que c'est à vous de voir, mais si vous avez un doute et que s'il y a un risque, il vaut mieux se faire aider par un consultant ou un spécialiste, un avocat qui va vous, enfin un avocat spécialisé, un juriste spécialisé en formation professionnelle qui va vous dire exactement ce qu'il faut déclarer. Enfin, ça va dépendre du volume, hein. Mais en règle générale, vous devez déclarer toutes les actions de formation, donc c'est-à-dire qu'il y a eu convention de formation, toutes les actions qui ont donné lieu à une convention de formation. Voilà. Maintenant, si vous ne déclarez que les formations qui sont financées, il y a peu de chances qu'on vienne vous chercher sur des formations qui n'auraient pas été financées. Et dernière question posée par Gaël: afin d'obtenir le numéro de déclaration d'activité, une convention de stage peut-elle servir de convention? Alors, une convention de stage avec un stagiaire, non. Euh, non, non. Par contre, ça peut être une convention de formation, je dirais, de pure forme, qui ne donne pas forcément lieu à facturation. C'est-à-dire qu'un des obstacles pour Calliope et pour le NDA, c'est qu'il faut avoir une action de formation à minima, une seule. Alors, donc cette action de formation, elle peut ne pas être facturée. Ça peut être une action gratuite. Voilà. Donc, généralement, quand on est en situation d'urgence et qu'on n'a pas forcément débuté les formations, on va faire une action de formation. Ça permet de montrer qu'on a commencé l'activité pour obtenir le numéro d'enregistrement. Et ça permet de faire tourner les indicateurs, puisque l'action de formation devra démontrer que vous appliquez les indicateurs. Voilà. Et comme vous avez un audit tous les 18 mois, tous les 18 mois, il faut justifier à minima d'une action. Donc, vous avez votre action de formation pour le NDA, vous prenez la même pour passer Calliope, et au bout de 18 mois, admettons que votre projet, ça arrive, dure plus longtemps que prévu, vous n'avez pas encore commencé, voilà, vous refaites une action gratuite de formation, vous faites tourner les indicateurs, et vous faites ça tous les 18 mois, et jusqu'à ce que vous ayez des actions de formation plus conséquentes. Mais en fait, l'action de formation est le prétexte qui permet de démontrer qu'on fait tourner les indicateurs. Merci François pour cette dernière réponse. On arrive à la fin du webinaire. Nous n'avons plus de questions. Merci François pour ton intervention. Merci Lola également pour être intervenue sur ton expérience de l'audit et de la certification Calliope avec ICPF. C'est un plaisir d'avoir pu partager ce moment. Merci également aux participants qui étaient présents et qui sont encore restés jusqu'à la fin pour vos questions, pour l'échange que nous avons eu. Et alors je laisse Lola ajouter un dernier mot éventuellement sur le webinaire avant de Euh, mettre un terme à la diffusion.
Non, non, une dernière chose, je voulais vous dire que donc mes équipes à l'époque avaient fait une multitude d'appels d'offres puisque tout à l'heure j'ai vu le Sky de tarifaire, et pour assurer tout le monde aussi, l'engagement audit de surveillance, audit de renouvellement, audit initial qui peut effrayer est très intéressant. D'avoir un engagement sur les 3 audits avec l'ICPF. En effet, comme l'a dit François, c'est nouveau. Je trouve que c'est rassurant d'avoir le même certificateur pour les 3 audits, d'être engagé avec la même équipe. Et donc on avait fait un appel d'offres avec 6 certificateurs que mes équipes connaissaient. Et l'ICPF était vraiment très compétitif, au-delà de tous les aspects, comme je vous l'ai dit, qualitatifs, qui m'avaient engagé avec eux bien avant de contractualiser. Donc voilà, pour rassurer tout le monde sur l'aspect aussi financier de la démarche qui n'est non Merci Lola. négligeable. Et n'oubliez pas, François Ah, vient juste de le dire, c'est important, vous pouvez faire une formation gratuite pour démarrer votre activité et pour avoir une première base d'assises pour l'audit. C'est très intéressant pour pouvoir lancer votre démarche rapidement sur l'ICPF, sur la plateforme. Ça permet d'engager déjà votre travail d'élaboration, comme l'a dit Thomas, et en même temps de pouvoir avoir une formation gratuite qui vous permet de vous mettre le pied à l'étrier. Voilà. merci beaucoup Merci à tout Lola. le monde et bon Merci, courage. Je vous merci. en prie, Merci. merci à tous les deux en tout cas. Au revoir. À ICPF, Ouais. on est tous fans de Lola et elle a marqué un point de plus Non, non, encore. c'est moi. C'est moi. Merci beaucoup en tout cas à tous. Merci à vous. François, peut-être un mot aussi avant de conclure. Merci à vous pour votre participation active, pour vos questions et à bientôt lors des audits avec nos auditeurs préférés. Merci à tous. Vous avez un lien également que vous Au a été revoir. partagé sur LinkedIn pour nous suivre et suivre l'actualité de ICPF. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.